Voilà, bon ben aujourd'hui c'est Jean-Luc Safin qui va nous présenter un sujet qui vise évidemment sa spécialité d'une certaine manière, ce qu'il a développé tout au long en tout cas de sa carrière et qu'il va nous expliquer aujourd'hui. Alors Jean-Luc Safin, vous le connaissez tous puisqu'il intervient très régulièrement sur Posture List. Évidemment, c'est un peu notre parfois notre avocat du diable, il nous remet en question et ça c'est bien aussi parce que il faut ne jamais oublier que dans toute pratique, il y a une forme de dogme et donc en cassant un peu les dogmes, en questionnant un peu les vérités que l'on pense absolues, on peut parfois les remettre en question. Et pour ça, on le remercie, même si parfois on aimerait bien qu'il soit un peu d'accord avec nous, n'est-ce pas? Ça arrive. Alors, Alors attends, je suis en train de mais là c'est bien, techniquement. on voit l'écran, il est partagé. Et donc, je te laisse, Ok. Jean-Luc, d'abord t'introduire, hein, expliquer un petit peu d'où tu viens, brièvement, et ce que tu nous présentes aujourd'hui. Donc Voilà. là, vous voyez mon écran d'ordinateur en grand écran. Ouais, ouais, on le voit bien. Ok, parfait. Alors, tout simplement, d'abord, qu'est-ce que c'est que Non, pas en grand. l'orthopraxie? Tu le mets pas en grand là. Tu peux le mettre en grand grand. Ouais, Un écran F5 là, ici, peut-être. là. Faut que tu mettes diaporama. Tu cliques sur diaporama. Non, plus haut, diaporama. Ouais, C'est là bon? c'est bien. C'est bien, C'est bien. merci. Ok. Alors, voilà de quoi c'est fait. C'est le genre de technique donc qu'on utilise au quotidien. Donc, à gauche, c'est une technique qui est transépineuse. J'entends beaucoup parler de technique interépineuse ou autre. En fait, elle a toujours été transépineuse. On utilise soit une prise avec l'index replié, mais ça peut être le majeur, soit avec la pulpe des doigts, même avec le pouce, tout est possible. En haut à droite, une technique qui est abdominale, ok. Dans le discours des années 70, quand j'ai commencé à être initié à ces techniques, ça servait à remonter les reins, à remonter les estomacs, donc à traiter les ptoses viscérales. Le discours était strictement mécaniste, structurel. Avec cette technique transépineuse, on était censé remettre en place les vertèbres déplacées. Et là, donc des techniques périphériques au niveau des tendons, des muscles périarticulaires. Une caractéristique, donc, c'est qu'on traite le sujet debout ou pied, enfin tout, ou assis, mais toujours avec les pieds au sol. Et donc, pour la petite histoire, l'histoire de ces techniques, elle commence donc dans le livre à doigt. Livre à doigt, on est au cœur du Massif central. Ça, c'est la A75 qui va de Paris à Montpellier. Et puis, donc, petite bourgade, donc Ambert. Pour ceux qui ont lu Jules Romain, Ambert, eh ben, elle est connue pour, cette bourgade est connue pour la mairie ronde. À Ambert, dans les années 40 et après-guerre, il y avait une pharmacie qui s'appelait la pharmacie moderne et qui était tenue par donc un pharmacien qui répondait au nom de Louis Modéron. Et dans le canton d'Ambert, à la cure de Grand-Rif, il y avait une religieuse, son nom de famille Marie Chabry, donc qui faisait la classe aux gamins et qui en même temps était rebouteuse, donc avait reçu de sa maman donc le don de remettre les articulations et autres vertèbres en place. La sœur Gérard, la sœur Chabry, avait acquis une renommée qui était transrégionale. Toute l'Auvergne allait à Ambert se faire soigner. Et Ambert, dans les années 40-50, ça tournait beaucoup. Il y avait souvent de la neige, donc il fallait vraiment être motivé pour aller se faire soigner à Ambert. Voilà la sœur Chabry en 1960 devant la cure de Grand Rif. Et dans les années 50, Louis Modéron à la pharmacie a été remplacé par son fils, Jean Modéron, qui était joueur de foot en Ambert et qui a eu des contacts répétés avec la sœur Chabry, tout simplement parce que, en jouant au foot, eh bien, il allait le lundi avec les traumatisés du dimanche chez le médecin sportif donc de la région et de l'époque, autrement dit, c'est la sœur Chabry. Voilà. Donc, dans les années 40-50, Monéron fait un passage par les chantiers de jeunesse et puis il fait des études de pharmacie à Clermont
avant de reprendre donc la pharmacie du père. En 50, il devient donc titulaire de la pharmacie moderne et il se met à distribuer la pharmacopée, mais il ajoute donc les gestes qui soignent derrière le comptoir de la pharmacie. Comme c'est un héritage culturel, la sœur Gérard ne faisait pas payer donc ses patients, et ben donc pour lui c'est la même chose. Et comme donc c'est gratuit et qu'en plus il a un statut médical, la Vox Populi a vite fait de dire, si vous voulez, que la sœur lui a transmis le don. Au décès de la sœur Gérard, Jean Monéron est un notable rebouteux en blouse blanche qui soigne entre 100 et 120 personnes par jour. C'est une véritable industrie locale. Il y a un service de taxi, de cars, d'hôtels-restaurants qui s'est monté, mais la consultation est passée de la gratuité à un tarif, c'est 20 francs de l'époque, donc la consultation. On arrive donc en 64, donc Jean Monneron, au plan Aura, il a remplacé, si vous voulez, la sœur Chabry, donc toute l'Auvergne souffrante vient se faire soigner chez Jean Monneron Ambert, il continue à distribuer la pharmacopée plus des galéniques personnelles, et là, donc il a vidé toutes les pharmacies du canton, et l'ordre des pharmaciens le somme de faire un choix donc, entre la pratique de la pharmacie ou la pratique de la médecine manuelle. Donc il va choisir la médecine manuelle, donc il arrête ses activités en 65 et il reprend des études de kiné à Clermont-Ferrand. Et pendant ce temps-là, donc sa femme couche sur une liste d'attente, et ben, les patients qui ne peuvent pas être reçus. En 67, compte tenu de ce qui s'est passé à Ambert, il quitte Ambert et sous l'influence de deux de ses amis, Pierre Broustine qui est chirurgien dentiste et René Francos qui est médecin, qui est radiologue, il vient poser sa plaque de pharmacien kinésithérapeute à la gauche, en fait sur la rive gauche de l'Allier, à côté de Vichy, donc à Bellerive-sur-Allier. Il embauche une secrétaire parce qu'il s'agit de réserver les 10 000 rendez-vous qui ont été notés, si vous voulez, de gens qui ont patienté sur la liste d'attente. Donc il y a 9 mois de rendez-vous, si vous voulez, à noter sur le cahier de rendez-vous. Moi, de mon côté, je suis né en 46 à Laon, aux confins de la Champagne et de l'Île-de-France, donc sous les tours de la cathédrale. J'ai fait un bac philo, et à l'époque, il était possible de faire kiné avec un bac philo. Donc, je suis rentré kiné à Vichy en 66. Entre 69 et 2020, donc j'ai exercé comment vous dire, j'ai eu un exercice de kiné, mais un peu particulier, puisque je faisais que de la thérapie manuelle en accès direct, à 98%, et à partir de 2003, donc j'avais rajouté une corde à mon arc, c'est celle de la rééducation de la fonction vestibulaire, tout simplement parce que entre manipuler homme debout et puis avoir besoin, on connaît, si vous voulez, l'influence du vestibule sur la physiologie de l'homme debout, ce sont deux choses qui sont parfaitement liées. Et en 96, donc, j'ai conçu, à force qu'on me demande comment vous dire, de transmettre donc cette formation en orthopraxie, posturologie, qui m'a fait former à peu près 2000 élèves, donc professionnels, kinés, ostéo, chiro, médecins et autres. Entre-temps, donc, j'ai fait des formations complémentaires. Une qui a été un élément déclencheur, qui est celle de neurocinéologie, donc qui a été montée par Bourdiol, que j'ai fait entre 86 et 89. J'ai fait un diplôme d'analyse de capacité posturocinétique sur la forme de force, donc avec Dupuy-Montoya à Toulouse, au labo de Rangueil. Pardon. On revient en arrière. Ou peu importe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un diplôme d'analyse de la prise en charge des dysfonctions crânio-mandibulaires avec le professeur Namani. J'ai fait une formation à la rééducation des praxilinguales avec Marie-Vonne Fournier. J'ai fait donc après une formation en réhabilitation de la fonction vestibulaire avec Semon au début et ensuite avec Zetoun et Ulmer, donc à Vienne. Et en fait, moi, je suis venu à Vichy pas pour faire kiné, je suis venu à Vichy pour jouer au rugby. J'ai été recruté en 66 donc par une équipe de rugby qui jouait le championnat de France de première division, donc à Vichy. Et comme à Vichy, il y avait soit une école d'infirmières avec un E, soit une école de kiné,
Et ben, je me suis dit que kiné, ça devait être pas mal. Donc, voilà. Donc, j'ai joué pendant 10 ans au rugby, tout en faisant mes études et en commençant à bosser. J'ai joué 3 fois en France universitaire. Avec la FFR, j'ai joué contre la Roumanie, le Japon, l'Australie, la Sud. Et puis, avec les kinés, on a été finaliste de la Coupe de France. Voilà, c'était un bon épisode. Donc, en 67, Monneron achète une gentilhommière à Vichy, sur la hauteur de Bellerive. Il s'installe là-bas et il vient installer ses activités de kiné, donc à Bellerive, dans cette maison. Lui, il a son bureau dans la fenêtre de droite. Moi, j'ai mon cabinet, le cabinet qui m'avait installé, donc avec une cage de poulie et tout le matériel du parfait petit kiné, donc dans cette fenêtre de gauche. Alors, ça me donnait un avantage, c'est que je voyais monter ici par l'escalier donc les gens qui étaient tordus, donc pliés en quatre, et puis je les revoyais repartir un quart d'heure après, donc droit sur leurs jambes. Donc ça a été très formateur. Donc en 68, je m'installe avec lui, je deviens assistant du cabinet de Bellerive, mais Monero est quelqu'un qui n'a jamais pratiqué la kiné, donc en fait c'est moi qui fais toute la kiné. Et puis deux, c'est une comment vous dire, je vois des choses extrêmement étranges, puisque, encore une fois, les gens arrivent tordus et repartent droit. Sous sa fenêtre, là, de droite, il y avait un garage qui avait été transformé en pièce de travail. De temps en temps, je voyais une ambulance qui arrivait en marche arrière, des gens qui descendaient enfin, qui descendaient, un brancard qui rentrait dans la pièce de travail, et les gens qui, un quart d'heure après, repartaient en marchant et s'essayaient pour rentrer chez eux sur le siège qui était à côté du chauffeur. Et bien entendu que moi, j'étais absolument pas préparé donc à ces choses-là et je comprenais rien à ce qui se passait. Quelques mois après, donc janvier 69, mon héros ne pouvait pas prendre à la fois les chroniques, puisqu'il y avait 9 mois de rendez-vous, et les aigus. Donc j'avais dû avoir une tête qui lui revenait. Donc il me convoque un jour dans son bureau et il me dit, vous allez prendre en charge les patients aigus. Je dis, ben, moi, je veux bien, mais comment on fait? Il me dit, c'est pas compliqué, je vais vous apprendre. Donc c'est de l'initiation, ça a duré 2 semaines. Le discours de la méthode, c'est, vous voyez, posez votre main sur l'épineuse, vous voyez là, la vertèbre est déplacée. Boum, vous voyez, là, elle est remise en place. Vous voyez, vous sentez avec votre main. Donc, c'est uniquement quelque chose, si vous voulez, qui est du perceptif et qui relève du vécu. Et en février 69, donc 15 jours, 3 semaines après, je me retrouve du jour au lendemain ou presque avec 20 patients aigus par jour en accès direct, avec l'obligation donc de faire la même chose, c'est-à-dire du one shot. On les voit une fois et ça marche à tous les coups ou presque. Et donc ça va durer de 69 à 90. Donc le cabinet Monéron-Safin, c'est 21 ans de travail en commun, 70 patients par jour en accès direct, et la consultation, entre guillemets, dure grosso modo une quinzaine de minutes. Donc c'est sur le cahier de rendez-vous à patient tous les quarts d'heure. Habillage, déshabillage, rhabillage compris. Okay, donc, et entre 69 et 2020, donc j'ai un recul clinique de 170 000 cas, grosso modo, en accès direct. Donc, qu'est-ce qu'on sait en 68? La cible, bah, c'est un homme qui souffre à se tenir debout. Donc, c'est essentiellement des gens qui viennent avec des douleurs musculo-squelettiques et essentiellement des rachialgies. C'est véritablement donc l'époque de la vertèbre déplacée. Ensuite, tout ce qui est névralgie, traumatologie, mais aussi, donc on l'a vu, les ptoses viscérales, les vertiges, parce que c'est l'époque où on soigne les vertiges à partir des cervicales, les migraines sont du même acabit. Okay, le moyen, eh bien, c'est une séance manipulative donc, de thérapie manuelle qui est en one shot et en accent direct. Ce qui veut dire qu'on est directement avec un patient qui est acteur, en quelque sorte, donc, de sa guérison. On utilise un catalogue empirique de manipulation manuelle des tissus mous périarticulaires en station debout naturelle ou assis pieds posés au sol, sauf si véritablement c'est physiologiquement impossible. Les paraplégiques arrivaient dans le garage, et bien évidemment qu'ils
il n'était pas manipulé debout. Même chose pour les hyperaigus, qu'on commençait à manipuler couché avant de les manipuler debout. Et ça se passe à travers un vêtement, c'est l'héritage culturel ou pragmatique, tout simplement parce que ça fait gagner du temps. On n'en a jamais parlé. Caractéristique, il n'y a pas de sens manipulatif. La technique transépineuse, le droitier pousse l'épineuse de la droite vers la gauche, le gaucher de la gauche vers la droite, quelle que soit donc la pathologie. Et pour les ostéopathes donc, qui fréquentaient le cabinet, quelle que soit la lésion primaire, qu'elle soit en extension, rotation, side bending, en flexion ou autre, c'est toujours donc la même technique qui est appliquée. Par contre, ce qui est souhaité, si ce n'est exigé, c'est qu'il y ait un double vécu mécaniste. Autrement dit, le patient qui subit la technique doit percevoir un mouvement réel de la structure, qu'elle soit osseuse ou qu'elle soit tendineuse, ou supposée telle. Donc, on va se débrouiller en quelque sorte pour avoir un geste qui va créer une focalisation attentionnelle avec une notion de surprise. En quelque sorte, on s'évertue à créer une émotion donc manipulative. Ce qui veut dire que déjà, sans en parler, on est dans des logiques qui sont cognitives et métacognitives. La manœuvre est lente, sans impulsion, à la différence donc des techniques HVLA ou des thrusts qui ont cours. L'ébranlement ressaut, si vous voulez, il arrive spontanément à un moment donné du parcours du doigt sur le relief. Il n'y a pas de résonance tissulaire, ce ne sont pas des techniques de cordes de guitare comme certains ont bien voulu les observer. Il se raconte des tas de trucs sur ces techniques, ils s'en est raconté des tas. Par contre, il s'en raconte un maximum avec des gens qui n'ont jamais mis les pieds au cabinet, qui n'ont jamais serré la main au Monéron, voire encore moins la sœur Chabry ou la mienne. Donc point. Okay, la finalité, elle est véritablement et uniquement structuraliste et périphérialiste. Le seul truc, c'est de remettre la vertèbre ou le nerf en place, l'articulation, le viscère, par un geste manuel spécifique qui est connoté doux. Alors, doux, il faut le mettre entre guillemets parce que Jean Monéron, il a un cal, comment vous dire, il a une kératose au sommet de l'articulation interphalangienne de l'index. C'est pour vous dire que ça ne donnait pas dans la dentelle. Et il fallait avoir été manipulé par lui, s'il voulait, pour savoir que c'était pas de la caresse. Où ça s'applique? Locodolenti. On met les mains là où ça fait mal. On met les mains dans la douleur corporelle qui est exprimée par le patient. Il n'y a pas de test biomécanique analytique. Donc, on essaie par un mouvement de provoquer la douleur, par la palpation de provoquer la douleur, et à partir de ce moment-là, on essaie d'identifier une caractéristique, si vous voulez, particulière du tissu conjonctif. Il y a à peu près 165 localisations techniques pour 148 os, 244 degrés de liberté articulaire et 600 redondances musculaires. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une technique, si vous voulez, en quelque sorte, par articulation ou par muscle. On applique, on fait le choix des techniques qui donnent du sens à la séance. Encore une fois, on est dans un espèce de catalogue cognitif, si vous voulez, mais par contre, les techniques de membres inférieurs et les techniques de pied sont systématiquement appliquées. Ça évoquera pour moi plus tard, si vous voulez, une notion de marqueur postural, en quelque sorte, dans la mesure où tout ce qui se passe au niveau du membre inférieur joue un rôle quand même direct au niveau mécanique dans la stabilisation posturale. Les séances sont globales, elles se font toujours tête aux pieds ou inversement, à partir donc du point de départ qui, lui, est locodolenti. On essaie de donner du sens en fonction des signes d'appel, mais il n'y a pas de hiérarchie, si vous voulez, où on va commencer en allant vers le haut, en allant vers le bas. On essaie de mettre de la logique et c'est tout. L'étiologie, l'étiologie, elle est directement rapportée à la plainte expliquée. Ce qui fait, in fine, je ne vais pas vous dire qu'on soigne tout, mais enfin, c'est un peu ça. Le père Monéron, Jean Monéron,
les patients l'appelaient le père Guéritou. Voilà, c'était encore une fois ce qui se disait à l'époque. Donc c'est du one shot. Donc le one shot, on voit les gens une fois, on ne les revoit pas. Ce qui veut dire que pour réussir son coup, il va falloir qu'il y ait une objectivation immédiate des post-effets et des post-effets bénéfiques. Et on va les montrer, on va les faire mémoriser le changement d'état au patient, si vous voulez, en provoquant la douleur, tout simplement par comment vous dire, on va faire aller le patient donc dans les évitements qu'il avait en arrivant au cabinet, de façon à concrétiser quelque chose qui ressemble à un retour à l'associance motrice. Alors, il faut dire qu'on est en 68, quoi. C'est interdit à interdire. Et bien entendu qu'on va demander au patient de reprendre une vie normale le plus rapidement possible. Donc, il n'y a véritablement pas, comment vous dire, d'interdiction préventive de la rechute après la technique. Par contre, donc, il n'y a aucune référence au contrôle moteur dans nos séances. Et donc là, on se pose. Moi, au départ, je me suis beaucoup posé la question de la migration de la hernie discale lorsque je demandais aux gens d'aller toucher la pointe des pieds alors que je venais de les soigner, si vous voulez, d'une névralgie sciatique avec une hernie discale. Voilà. Et le but du jeu, eh bien, c'est de retrouver quelque chose qui ressemble à ça, pour de l'insuffisance posturo-cinétique et de l'efficience motrice. Autrement dit, ce sont des gens qui vont reprendre le boulot, retourner à leurs activités sans se poser de questions, à partir du moment où, aussitôt après la séance, on a matérialisé, si vous voulez, le gain, donc le gain du patient par rapport à lui-même dans cette efficience motrice. Et donc l'époque, eh ben, c'est la grande époque, si vous voulez, des conceptions qui sont structuralistes, périphérialistes, que ce soit en ostéo ou comment vous dire, en chiro. Mais ça, c'est depuis, comment vous dire, Hippocrate, hein, mais c'est le dépoitement, et on remet en place, et la remise en place provoque la guérison. Alors, il y a quand même des choses, si vous voulez, qui sont pas loin de chez nous, dans le Berry. Donc j'ai découvert ça plus tard, en 98, voilà, des empiriques qui faisaient des choses qui ressemblaient furieusement donc à ce qu'on faisait. Donc on retrouve une espèce de friction avec la prise interphalangienne, et puis après, donc des techniques manipulatives, hein, encore une fois, sur des moteurs musculaires, sur les tendons. Voilà. 71, c'est une date importante puisque je vois arriver au cabinet Bourdiol et Nogier, Bourdiol avec son épouse, donc et Paul Nogier qui a fondé le groupe lyonnais d'études médicales et qui commence à parler d'auriculothérapie. Et puis un peu plus tard, donc Bassani. Dans la même année, Éric de Winter, donc qui lui, comment vous dire, écrit sur les synorthèses, Oucha, qui est un médecin, médecin de médecine manuelle à Tarbes. Donc Bourdiol passe une journée au cabinet et en 70, aux surprises, donc il écrit un bouquin, Médecine manuelle aux ceintures scapulaires, où il invente en quelque sorte les points ressorts de Jean Monneron. Donc il invente la méthode Monneron en oubliant la sœur Grand-Rive, tout simplement parce qu'il n'en a jamais entendu parler. Il ne connaît pas la petite histoire. Monneron lui en a pas parlé. Donc, eh ben, c'est parti donc, pour les points ressorts Monneron. Donc il en fait l'éloge en disant ben, que ça peut se pratiquer impunément, si vous voulez, quel que soit le tableau clinique, que lui, il les utilise de façon systématique, alors qu'il fait de la médecine manuelle, okay, et qu'il est fréquemment étonné de ses résultats.
il parle d'un poids ressort particulier, donc le poids ressort scalénique, donc qui donne des résultats spectaculaires. Voilà, ça c'est Bourdiol. Et ce poids ressort des scalènes, voilà. Donc, quand je vois ça, moi, dans son bouquin, je me pose la question de savoir si il n'y a pas eu, comment vous dire, Monero n'a pas lu en quelque sorte Travell et Simons, puisqu'il y a beaucoup d'analogies entre les points triggers de Travell et Simons et puis les localisations manipulatives donc qu'on utilise au cabinet. Bourdiol ensuite continue avec ses écrits, donc en 80 pieds statiques, avec les semelles proprioceptives, et puis ensuite il s'en va vers les réflexothérapies. Il décrit les points ressorts donc de la cheville en parlant de chaînes proprioceptives, de maladies posturales. C'est Bourdieu. Donc, 73, je vois arriver au cabinet un jeune homme, une trentaine d'années, donc qui a un lumbago aigu, donc qui arrive plié en deux, et qui me dit voilà, je suis en train de faire une semaine de chasse à Moulins, à côté de Vichy. J'ai glissé en poussant une voiture pour la sortir d'un fossé. Je suis coincé. On m'a dit que vous faisiez des miracles, donc je suis venu vous voir. Donc je lui fais une séance comme je sais le faire. Et 8 jours après, j'ai un coup de téléphone de ce jeune homme qui me dit ben voilà, vous devez vous souvenir, j'étais un. Il me dit ouais. Elle me dit je vais bien et ça me pose problème parce que je suis ostéopathe. Je sors de l'école d'ostéopathie de Medstone et je comprends pas ce qui se passe. OK? Et ben, je lui dis, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, et il me dit, ben, je voudrais bien venir bosser avec vous pour voir ce qui se passe et puis essayer d'apprendre et de comprendre. Donc, entre 73 et puis 2005, je vais avoir des échanges avec cet ostéopathe et un de ses confrères. Donc, ce sont des gens qui étaient à Arras, l'autre à Lille, et qui vont m'apprendre donc les techniques et la théorie donc des techniques ostéopathiques, des lésions en extension, rotation, side-bending et tout Bataclan, du crânio-sacré, pendant que moi, je vais leur parler du modéron, mais surtout leur apprendre, donc faire un apprentissage de pratique donc de nos techniques. 75, ce sont des gens qui étaient très honnêtes, puis on était devenus très amis. Ils me disent, il faut qu'on dise quand même quelque chose, c'est que ce qui nous dérange le plus, c'est que les tests retests ostéo sont modifiés à l'identique, qu'on fasse les techniques HVLA ou qu'on fasse donc ce que tu nous as appris, c'est-à-dire ces techniques de facilitation tissulaire en position debout. Et à partir de ce moment-là, je me dis, bon, c'est tellement différent que c'est pas possible. Il y a un des deux discours donc, qui est pas adapté et il va falloir choisir. Et ben, pour moi, la question s'est pas trop posée parce que on en soignait 70 par jour, des gens qui venaient une fois, une rémanence, on pouvait voir les gens une fois tous les 10 ans. Donc, j'étais parti j'avais fait une candidature donc d'inscription à l'école d'ostéopathie de Medstone. Et ben, je laisse tomber l'inscription et puis je me dis, ben, il va falloir quand même essayer de réfléchir un peu à la question et puis de dépasser un peu cette histoire de la vertèbre déplacée. 86, donc Bourdiol, j'appuie trop vite. Bourdiol, comment vous dire, met la méthode Monero au programme donc du CIEM. Et quand je vois ça, je me dis bon, il est venu une journée au cabinet, il a écrit un bouquin là-dessus, il est médecin, donc il a dû comprendre des tas de trucs, il a des connaissances que j'ai pas, il a dû comprendre des tas de trucs que j'ai pas compris, donc je vais faire sa formation. Et je vais passer 3 ans donc au CIEM. Euh, il va me faire prendre conscience de deux choses. Un, ce qu'on fait, c'est de la neuro. Et il faut arrêter de réfléchir en structurel pour bifurquer vers la neuro. Deux, il y a fort à parier que c'est parce qu'on soigne les gens en position debout qu'on obtient des résultats que les autres n'obtiennent pas ou qu'on a un équivalent, si vous voulez, résultat des manips ostéo. Par contre, ce qui me convient moins, c'est que c'est du tout réflexe. C'est les connaissances, toujours les connaissances des années 70, sans beaucoup d'évolution. Donc, et moi, je me dis, il doit se passer autre chose. Donc, en fait,
À partir de là, je vais changer de paradigme. Je vais considérer que ce qu'on fait, l'ostéo, et que les thérapeutiques manuelles en général, c'est la neuro qui ne dit pas son nom. Et je vais inverser le raisonnement clinique en partant sur le fait qu'en fait, le véritable déterminant, c'est la fonction et pas la structure. Et que peut-être que manipuler en station debout, c'est le détail qui fait la différence. Une chose importante aussi qui m'apparaît, c'est le sens du toucher et la différence qu'il y a entre toucheur et touché. Donc, euh, on a comment vous dire, du cognitif et du métacognitif, puisque il faut que les effets se matérialisent par une double représentation mentale, si vous voulez, à la fois de la pathologie douloureuse et des effets de la manie. La question qui se pose, c'est voilà, de la vertèbre déplacée, les hernies discales, en passant par les spondylolisthésis, les rétros, à tout ce qu'on retrouve, si vous voulez, en rhumatologie ou autre, une même technique qui nous donne, si vous voulez, des solutions et des solutions d'un niveau très élevé, très immédiate, donc quelles que soient donc comment vous dire, ces étiologies. Donc la vraie question, encore une fois, c'est bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on manipule? Donc le constat, c'est pareil. Donc tout ce qui est, euh, euh, comment vous dire, sciatique pyramidale, pathologie de la charnière sous-occipitale, bascule du bassin, ces lésions en inspire, en ERS ou autre, diaphragme pelvien, tout ça, j'en ai jamais entendu parler. Oléron, on n'a jamais parlé, c'est jamais évoqué, si vous voulez, auprès de la patientèle. Donc c'est véritablement un discours qui est tout à fait différent. Donc moi, j'ai fait un bac philo, et puis j'ai quand même lu un peu, si vous voulez, Kant, Hegel, Schopenhauer, à Husserl, et donc j'ai quand même entendu un peu parler de phénoménologie. Et je me dis à partir de ce moment-là, ben, il faut que je gratte le vernis, et puis, pour, encore une fois, si je veux comprendre. Donc, on revient, si vous voulez, en quelque sorte, où je vais vers la neurophysiologie donc du contrôle moteur, ok, et puis je prends conscience, en quelque sorte, si vous voulez, enfin, conscience, je constate que le contrôle actif de la posture érigée, que la production de mouvement sont de caractéristiques essentielles, donc qui est les plus apparentes de la vie humaine, et que la vie, eh ben, elle est caractérisée par son interaction permanente avec l'environnement gravitationnel, et que ben, l'attraction gravitationnelle, c'est un invariant spatial qui sert en quelque sorte, si vous voulez, de fil à plomb. Deuxièmement, que s'équilibrer et s'orienter donc dans le monde extérieur, ça oblige à situer la tête et le corps donc par rapport au facteur gravitationnel, donc à cette dimension fondamentale qu'est la gravité. Donc à acquérir en quelque sorte le sens de la verticalité. Et ça, je commence à me dire que ben, il faut à partir de ce moment-là exister en tant que soi, donc avec à partir d'indices qui étaient dits, si vous voulez, allocentriques à l'époque, pardon, égocentriques à l'époque, donc qui sont qualifiés aujourd'hui d'idiothétiques, sont des indices, comment vous dire, sensoriels issus du mouvement propre. Et puis, il fallait aussi déterminer une perception de l'autre, une conscience de l'autre, à partir d'indices allothétiques qui sont issus donc du monde extérieur, des exaférences, et davantage avec du visuel et du vestibulaire qu'avec du proprioceptif. Mais du proprioceptif aussi, par exemple avec le tactile. Et ça, donc, ça exige de différencier les signaux autoproduits donc des exaférences, et on s'apercevra plus tard que le vestibulaire joue un rôle là-dessus, et ce sera une des raisons aussi pour laquelle j'irai me former en vestibulaire. Donc il y a des évidences à l'époque, c'est que toutes les structures qu'on manipule sont innervées, autrement dit, que les techniques et les observations, eh ben, ça doit être lu dans un cadre qui est neurophysio, que la manipulation donne systématiquement lieu à biperception, le patient perçoit. Si on lui demande s'il sent ma main et il sent bouger ce que ma main fait bouger à l'intérieur de son corps, la réponse est systématiquement oui. Donc c'est montre qu'il n'y a aucune raison que le flux sensoriel entrant s'arrête au médulaire ou au sous-cortical et qu'on est bien
donc dans des processus qui sont cognitifs et métacognitifs, au-delà du réflexe, et qu'on peut commencer à envisager donc des manipulations, si vous voulez, du soi corporel et du soi, comment vous dire, incarné. Là, il y a déjà eu des publications, en particulier de Bonnier en France, mais surtout de Schilder, et puis ensuite donc de Claparède, de Lackner, beaucoup plus tard après, donc de Jeanne Rau, de Christophe Lopez, d'Olaf Blanque, à partir comment vous dire, et puis d'Erson aussi, des études sur les out-of-body experiences. Et puis, donc, une notion qui m'a beaucoup plu, c'est celle du sentiment de soi, donc que j'ai acquis à la lecture des livres de Damasio, donc comment vous dire, l'erreur de Descartes, et puis ensuite le sentiment même de soi. Une troisième chose, c'est que le cerveau, il y a une évidence aussi, c'est que le cerveau n'utilise pas les afférences et les exaférences sensorielles de la même façon en position debout ou en position couchée. Tout simplement parce que les référentiels sont différents, le contexte est différent et les besoins sont différents. Ce qui veut dire qu'il y a très probablement un effet contexte écologique qui est lié à la manipulation en debout. Donc, cette notion d'effet contexte, c'est probablement celle qui permet d'expliquer, donc encore une fois, qu'on peut obtenir les résultats que l'on constate. Est-ce que ça nous permet d'évoquer, si vous voulez, d'aller plus loin, donc et d'évoquer une manipulation plus systémique, puisqu'en position debout, non seulement il y a des afférences proprioceptives, idiothétiques, mais il y a aussi des afférences vestibulaires et visuelles, puisqu'il faut tout ça pour que le sujet reste debout. S'il n'y a pas les autres, le sujet se casse la figure. Donc, oh, qui peut me dire comment je reviens en arrière? Retire un peu le mode diaporama, tu sais ça? Ah oui, ok. Voilà, ok, merci. Ouais. Relancer alors. Voilà. Donc, ben, la question, c'est celle de l'objectivation clinique, bien entendu, mais l'objectivation clinique, avec les post-tests, si vous voulez, qu'on utilise, en quelque sorte, si vous voulez les faire. Le diagnostic, ça, c'est une autre histoire. Et reste, bien entendu, l'objectivation instrumentale. 93, je suis sollicité par les gens de l'école d'éthiopathie de Genève et par Terra Morsi en particulier, tout simplement parce que j'ai deux éthios qui sont venus me voir. Michel Babastre, c'est un éthiopathe qui travaille à Bordeaux, et pendant ses vacances, il a eu un remplaçant, donc, qui est un Tahitien qui sortait de l'école de Vichy, qui était copain avec Christophe Preuil, donc qui s'était installé dans le cabinet au départ de Jean Monneron, donc à la fin 89, et qui, avant de repartir à Tahiti, avait dit à Christophe, j'aimerais bien passer 8 jours avec Jean-Luc Safin pour qu'il m'apprenne les techniques, pour ce qui ne me posait pas de problème. Sauf que quand il a travaillé dans le cabinet de Michel et qu'il a appliqué donc ces techniques, quand Michel Balbas serait rentré de vacances fin août, le carnet de rendez-vous s'était considérablement vidé, puisque ben, il avait montré aux gens qu'en fait, ils n'avaient plus besoin de séances de rééducation, puisqu'ils avaient retrouvé leur efficience motrice, ils n'avaient plus de douleur, donc ben, que ça s'arrêtait là. Donc à Genève, j'entends parler de Dijarnet, dans des cas de K1, K2 de Dijarnet, du concept transéquitaire, du crânio-sacré, en particulier avec Alain Gérin et Jean Boana. Et donc, ces gens font le même constat que mes ostéopathes mestoniens, on obtient les mêmes résultats. Résultat, je les récupère en stage à Vichy, si vous voulez, où, encore une fois, ben, ils demandent à voir, si vous voulez, in vivo, c'est-à-dire dans la réalité du cabinet et sur de multiples patients. Donc, ce sont des gens qui passaient une semaine avec moi au cabinet, donc à regarder ce que je faisais, à écouter le discours avant d'essayer de reproduire après. Plus tard, donc après les années 2000, j'ai eu comme élève un ostéo, Jean-Michel Vaudor, qui était à l'époque ostéo du Paris Saint-Germain Omnisport, qui lui, si vous voulez, avec Fred Prédy, et qui reprenait
donc Alain Gérin et Jean Boina, sur les lésions de symphyse sphénobasilaires. Alors moi, les lésions de symphyse sphénobasilaires, je ne sais pas ce que c'est. L'ostéopathie crânienne sacrée, je ne sais pas ce que c'est. Mais ces gens, si vous voulez, me remplissaient les oreilles de leur étonnement en une séance qui durait effectivement, si vous voulez, quelques minutes, de lever, selon leur dire, une lésion de symphyse. Donc c'est aussi mes débuts en posturologie, 93-95, avec les premiers congrès API, où je rencontre Philippe Villeneuve et Pierre-Marie Gaget, mais en même temps, donc Michel Lacour, Jean-Pierre Roll, Pierre Rabichon, Philippe Dupuis et Richard Montoya. Et sur un des premiers congrès, donc, Roll nous fait une présentation sur les vibrations tendineuses et les illusions sensorielles, les kinesthéses qui sont produites donc par activation des fibres intrafusales des faisceaux neuromusculaires. Et ça me, comment vous dire, ça m'épate un peu et je me prends à imaginer que ça peut m'expliquer, si vous voulez, les effets des techniques que j'utilise. Et ensuite, donc, il y avait un écueil, c'était l'effet contexte postural, puisque on manipulait aussi bien assis, pied au sol, que debout, donc en appui plantaire, bien entendu, pour avoir les mêmes résultats. Et Roll me dit, mais c'est tout à fait normal, et il m'envoie donc une publication d'un de ses doctorants qui s'appelait Wierzbicka, donc sur la coïncidence d'effets posturaux, que les techniques vibratoires soient appliquées au niveau du pied et des muscles périarticulaires de la cheville en position debout ou en position assise, pied en appui. Par contre, si c'est pas pied en appui, s'il n'y a pas la notion d'appui plantaire, on n'a pas du tout les mêmes effets posturaux. On a des effets comment vous dire, segmentaires, des kinesthèses segmentaires si la vibration est faite sans appui plantaire, et on a des effets posturaux corps entier si elle est appliquée donc avec un appui plantaire. Donc, d'aller dans cette neurophysiologie du contrôle moteur, comme la douleur, c'est le premier outil de consultation donc de nos patients, ça m'oblige en quelque sorte aussi à m'intéresser à la psychophysiologie du contrôle moteur. Donc, et ça tombe bien puisque en 79, l'IASP a fait une publication où on nous dit qu'il ne faut surtout pas confondre nociception et douleur. La nociception, elle est périphérique. La douleur, elle est centrale. La douleur, c'est 100% donc de fabrication centrale. Que la lésion tissulaire soit réelle ou qu'elle soit potentielle et imaginée comme telle. OK? Je fais un constat aussi à l'époque, c'est qu'en étant kiné, il y a une impossibilité institutionnelle de développement. Il n'y a pas de DU, il n'y a pas de. Il faut changer de profession, soit devenir ostéo, soit faire médecine, et ni l'un ni l'autre donc ne m'intéresse. Donc je me dis, bah, mon petit gars, comme en plus tu travailles déjà en accès direct, pas la peine de perdre ton temps, tu vas te débrouiller tout seul, et à ce moment-là, eh bien, je vais essayer de, comment vous dire, de pas oublier, tout au moins de me souvenir que j'ai un bac kiné, et puis de reprendre un petit peu de me replonger dans les mécanismes de phénoménologie. J'achète, donc au premier congrès, j'ai découvert les plateformes de force et j'ai vu qu'on pouvait mesurer donc la capacité posturocinétique, c'est-à-dire la capacité qu'a un individu à créer des contre-perturbations aux aux chutes potentielles provoquées par les oscillations posturales. Et ça va me permettre donc la première objectivation instrumentale des post-effets donc de nos pratiques sur la capacité posturocinétique. À partir de ce moment-là, donc je réponds aux attentes de mes amis donc de l'AFPDTM et du CEKCB donc pour monter un cours de formation continue. Et dans un premier temps, je l'intitule facilitation orthoceptive. Je ne veux pas l'appeler méthode Moléron, puisqu'en fait, Moléron n'a rien inventé. Et puis, un peu plus tard, parce que facilitation orthoceptive, quand on dit ça aux patients qui demandent ce qu'on leur fait, c'est pas tellement porteur, donc orthopraxie posturologie. Ça tombe bien parce que
À la fin 93, ça faisait 7 ans que j'étais en contentieux avec la Direction générale des impôts. Je gagne le contentieux et j'obtiens que la kinésithérapie soit considérée, que l'orthopraxie soit assimilée à un acte de kinésithérapie, un acte hors nomenclature. Et puis en 98, eh ben, j'ai le plaisir de voir débarquer chez moi les journalistes d'envoyé spécial pour tourner un sujet sur les mains qui soignent et me mettre dedans. Donc, ce sont toutes des années pendant lesquelles je vais beaucoup bouquiner. Un bouquin qui m'a marqué, c'est celui de Jean-Pierre Changeux, L'homme de Rhônal. C'est un bouquin qu'il a écrit en 83, donc j'ai lu, moi, dans les années 90-92, ok, et qui m'a véritablement, si vous voulez, révélé un monde que je ne connaissais pas. Ensuite, ceux de Paillard. Jacques Paillard, il a fondé, comment vous dire, il a été l'élève de Pierron et de Fessard. Il n'a pas pu rentrer au Collège de France, donc il s'est retrouvé à Marseille et il a fondé à Marseille l'Institut de neurophysiologie et de psychophysiologie comparée. Ok. Donc, et en écrivant, si vous voulez, il y a ces 290 publications indexées PubMed, donc sur la neurophysiologie du contrôle moteur. Et puis Bouisset, Zatara, en particulier, donc la publication qu'ils ont fait sur la capacité posturocinétique et sur les ajustements posturaux anticipés. Buzeke et Rodolfo Linas, Francisco Varela, sur le codage neuronal. Donc, qui m'ont appris que le cerveau n'était pas un ordinateur, il travaillait sur du sens, qui ne travaillait pas sur du réflexe, mais pas comme, comment vous dire, pas comme un ordinateur. Il ne travaillait que sur deux sens et pas simplement sur des entrées sensorielles. Jean Massion, qui avait recruté donc Jacques Paillard, décidément, je suis incorrigible. Voilà, ok. Berthoz, le sens du mouvement. Alors Berthoz, lui, il m'a renvoyé, si vous voulez, à la lecture de Nikolai Bernstein, et puis de Bellainkili, de Merleau-Ponty, de Wurfickel, mais surtout Bernstein. Bernstein, en 1947, il publie, si vous voulez, sur comment vous dire, un contrôle anticipateur du mouvement et un contrôle central du mouvement. On est en 47, on est dans la Russie stalinienne. Il y a un type qui s'appelle Pavlov, qui vient d'être nommé prix Nobel et qui est le roi du réflexe conditionné. Et Bernstein dit à Pavlov, tu racontes des conneries parce que toutes tes expériences sont faites sur un animal préparé et ça ne correspond pas à la réalité de l'humain. L'humain, il a besoin de... Il vit en donnant du sens aux choses, et donc c'est pas avec du réflexe qui va donner du sens aux choses. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ok, Damasio après, donc on en a parlé, le sentiment même de soi, et puis après Jeannot, Blanquet, les autres. Et je fréquente donc tout ce qui passe par là, en congrès, à l'API, à l'APE ensuite, à la SOFPAL ensuite, chez Brico, et puis en vestibulaire, donc à la SFERL, à la CIRV, à la SFKV. Voilà. J'essaie de m'enrichir chez les autres pour arriver à comprendre donc ce qui se passe. 99, donc Philippe Villeneuve me demande de faire une présentation et je fais une présentation sur comment vous dire, sur l'autopraxie et la clinique posturale en présentant les résultats d'une manipulation expérimentale que j'ai faite avec Christophe Poy, Chantal Tinet qui est orthoptiste, et puis un dentiste, Thierry Deperrier, où on évoque encore une fois le fait que les effets qu'on obtient, en fait, pour nous, ils ressemblent fortement à des leurres sensorielles. Et que les post-effets qu'on obtient sur la capacité posturocinétique, eh bien, on peut les démontrer par la posturométrie. Et l'orthoptiste, donc, nous montre qu'on a des post-effets oculomoteurs, en particulier, donc, qu'on modifie l'euphorie oculomotrice. Et pour moi, ça, c'est encore une fois une révélation parce que je n'avais absolument pas supposé qu'il puisse se passer des choses comme ça. Donc en 2000, je retourne voir Dupuy-Monteil à Toulouse puisqu'ils ont monté un diplôme d'analyse instrumentale, donc sur plateforme de force. Ensuite, en 2001, ben, je suis de la première année du DU de posturologie clinique avec Marignan, Gojac, D'Arthez, Matéron,
Maggie Lévy, Sylvie Legendre et puis bien d'autres. Et je fais mon mémoire, encore une fois, sur le, comment vous dire, sur un cas clinique, un case report donc d'un élève que j'ai eu qui était un type qui était kinéostéo, qui avait une tendinite achilléenne qui traînait depuis 10 ans, qui avait eu X manipulations par X confrères ostéo, sans aucun résultat, bascule du bassin par bascule du bassin. Je le mets sur la plateforme. En statique, il est pas mal. Et alors, en dynamique médio-latérale, il est pas trop mal. Et en antéro-postérieur, il me fait un espèce de clonus de cheville. C'est-à-dire que, comment vous dire, il plie les jambes pour retrouver de la stabilité. Et il a les chevilles, si vous voulez, qu'on la tremblote en antéro-postérieur. Et avec, dans les fréquences rapides au FFT, un magnifique pic isolé, donc à 6 Hertz. Ce qui, à l'époque, d'après ce que m'avait raconté Dupuy-Montoya, était caractéristique, pouvait être caractéristique d'un syndrome pyramidal. Donc, imaginez ma tête, si vous voulez, avant d'annoncer, donc devant les copains, que bah, mon petit gars, tu as probablement un syndrome pyramidal. Donc, je rentre à Vichy, et puis le lendemain, je décroche mon téléphone, je l'appelle, et puis je lui dis, écoute, il y a un problème, je voudrais bien que tu ailles à Toulouse voir Dupuy-Montoya, qu'il te fasse un bilan, parce que voilà, il y a quand même un soupçon d'un truc qui est un peu embêtant, qui pourrait expliquer ta tendinopathie récurrente. Et voilà. Et donc, eh ben, comment vous dire, le deuxième bilan a confirmé le premier. Des de posturologie clinique à Marseille, mais je retrouve Michel Lacour qui, lui, nous fait prendre conscience de l'importance du vestibulaire. Et puis, je trouve un jeune doctorant, Christophe Lopez, qui n'est pas encore parti chez Olaf Blanqueux travailler sur les OBE, mais qui commence, si vous voulez, à nous parler du soin incarné, du soin corporel, donc de la conscience de soi. Et puis Christian Xeri, donc qui lui, comment vous dire, travaillait sur les cartes corticales, tout ça, donc si vous voulez, à la fac Saint-Charles, dans le même labo presque du CNRS. Et bien entendu que j'avais retrouvé Jean-Pierre Roll aussi à l'époque. Donc en 2002 à l'API, je refais une intervention, toujours si vous voulez sur le même thème. En 2003, j'organise les journées de Vichy. Et puis, donc en 2005, j'organise un congrès à Biarritz où, c'est le professeur Abichon et le professeur Massion qui sont présidents du congrès. Et j'ai une orthoptiste, Corinne Espazadelette, qui, elle, a fait la formation chez Da Silva, qui avait un mari qui était ostéo et qui a fait ma formation et qui s'est mis à manipuler, à faire des séances d'orthopraxie aux enfants qu'elle prismait, donc aux 10 quelque chose. Et Corinne s'est aperçue que les résultats étaient identiques. Il y avait pas des résultats, elle n'obtenait pas de résultats quand Fred, son mari, faisait de l'ostéo, mais elle avait des résultats aux antiques à la prismation lorsqu'il faisait de l'orthopraxie. Et Bertrand Foucault, à Nevers, ben même chose, un beau jour, il m'amène, si vous voulez, comment vous dire, des tests de Frostig qui avaient été faits par une ergothérapeute qui bossait, donc qui s'était installée en libéral dans ce cabinet, et qui m'ont donné la chair de poule parce que on avait l'impression que ces gamins qui ne voyaient rien, ou presque, si vous voulez, ou tout au moins qui avaient un gros problème de compréhension des tâches visio-guidées, tout d'un coup, en un quart d'heure, pouf, si vous voulez retrouver la vue. 2008, je organise un congrès à Marseille, ok, et mon invité d'honneur, c'est Benoni Edin. Benoni Edin, c'est un neurophysiologiste suédois qui travaille au fin fond de la Suède sur les slow adaptateurs, les fibres extracutanées, donc les fibres longues cutanées, et qui a un collègue qui s'appelle Anke Olofsson, qui a publié sur les fibres C, mais des fibres C particulières, c'est-à-dire des fibres C tactiles hédoniques. Autrement dit, ce sont des fibres C qui, lorsqu'elles sont caressées dans le bon sens, provoquent, si vous voulez, des effets hédoniques. Et j'ai la chance, donc, par l'intermédiaire donc d'un autre de mes élèves, de passer une journée avec Benoni Edin dans le labo de Jean-Pierre Roll, avec l'équipe de Jean-Pierre Roll, pour que Roll et son équipe présentent
donc toutes ces expériences sur les vibrations tendineuses. Et Edin, qui était quelqu'un qui avait un sens critique très aiguisé, leur disent non, vous vous trompez, c'est pas le muscle qui est en cause, parce que toutes vos vibrations se font à travers la peau, et ce sont les slow adaptateurs cutanés, donc qui sont véritablement les codeurs du mouvement articulaire, plus que la proprioception. Et Roll, après ça, va euh, prendre conscience donc de ce que Edin a raconté et se met à faire des vibrations dissociées, donc soit cutanées, soit périarticulaires, et montrer qu'effectivement, donc la peau joue un rôle important. Ce sera aussi la publication d'Emonetti et puis d'Ospod et Edith Robosiscal sur le codage vectoriel, la reprise du codage vectoriel, de la notion de codage vectoriel, donc, qui avait été développée par Georgopoulos, en montrant que la signature sensorielle des SA cutanés et des fusonomes musculaires est strictement la même et strictement superposable. Okay, et ce qui nous permettait aussi d'avoir un peu plus de compréhension sur le pourquoi du comment donc de nos manipulations. Donc la question, c'est véritablement, encore une fois, de savoir ce qu'on manipule. Beaucoup plus tard, donc les Australiens, sous l'impulsion de Mosley, montrent qu'en fait, il y a une décorrélation complète entre tout ce qui va être structurel et visible à l'imagerie neuronale et la douleur, que ce soit dans la lombalgie ou dans d'autres pathologies. Moi qui approche les 80 balais, je suis dans la dernière case ici, donc avec une abondance donc de troubles dégénératifs, si vous voulez, et pourtant, je vais faire 9 trous au golf, pas tous les jours, mais presque. Je bêche mon jardin, je ramasse les patates et les légumes, donc je fais du ski, je crapahute en montagne, donc j'ai pas beaucoup d'activité physique. Par contre, si je vous montrais mes radios, mes IRM ou mes scans, vous verriez que sur le plan structurel, je ne suis pas un perdreau de l'année, et ce, avec 10 ans de rugby en plus en première division. On n'a rien arrangé. OK. Donc l'ANAS nous sort la même constatation en 98. OK. Waddell, donc, qui nous sort le bouquin sur la révolution donc, du mal de dos et la prise en compte obligée des facteurs psychosociaux, et puis la définition donc, de la douleur de l'IASP. Donc, ce qui veut dire que pour moi, à partir de ce moment-là, psychophysiologie du contrôle moteur et neurophysiologie du contrôle moteur, comme Paillard donc l'avait beaucoup décrit, me semble un discours non contournable. Et c'est un petit peu donc ce qui va me faire grincer des dents avec Pierre-Marie Gagé, c'est de trouver que cette notion de psychophysiologie et d'activité sortante donc du système nerveux central n'est pas prise en compte suffisamment par rapport à tout ce qui est activité entrante. C'est à partir de ce moment-là que je vais considérer que on donne trop d'importance au flux sensoriel entrant par rapport au travail effectué par le système nerveux central. Voilà. Un autre qui a commencé aussi, si vous voulez, sentir un petit peu le vent tourner, c'est Meigne, donc, qui est bien connu des médecins de médecine manuelle ostéopathique. Okay, donc, vous voyez Meigne, dans son bouquin de 2006, qui reproduit donc ce que vous avez vu tout à l'heure, hein, donc des photos donc, de la méthode Moneron, mais il parle, si vous voulez, donc de techniques interépineuses, d'étirement ou autres. Ben, c'est normal parce que ce sont des gens qui n'ont jamais vraiment pratiqué et qui n'ont jamais vraiment vu. Par contre, il passe de la notion de dérangement intervertébral mineur, donc des années 64 aux années 72, au dérangement douloureux intervertébral mineur en 2004. C'est-à-dire que l'élément, si vous voulez, déterminant, c'est plus la mécanique, c'est la douleur. OK? Eh bien, ça, encore une fois, c'est pareil. Ça sous-entend qu'il faut aller absolument vers la psychophysiologie et la psychophysiopathologie, autrement dit,
vers le soi douloureux. Kiat, en 2012, nous sort un truc assez étonnant, donc où il traite la lombalgie, où il fait porter donc à ses patients lombalgiques aigus des caleçons en laine. Et il s'étonne, donc c'est un faible mot, de, des effets bénéfiques extraordinaires que procure l'apport du caleçon en laine donc sur la lombalgie aiguë et sur comment vous dire, les disabilities, donc les évitements, les évitements. Et ça repose encore une fois la question de savoir qu'on manipule en réalité. Voilà. Donc ça, c'est exactement les tests qu'on faisait donc à longueur de journée chez Monéron. Mais avec un contenu donc qui est tout à fait différent. Donc c'est quand même très cérémonial, hein. Donc vous voyez que le pré-test, retest et post-test, c'est exactement ce qu'on faisait donc avec nos techniques, sauf que on utilise des techniques qui sont tout à fait différentes. Donc, comment c'est possible? Est-ce que c'est pas possible tout simplement parce qu'on a un cerveau de gogo et que, si vous voulez, on croit ce qu'on perçoit et qu'on peut même percevoir ce à quoi on croit, surtout si vous voulez, donc si on se fie un petit peu au fonctionnement bayésien donc comment vous dire, de notre cerveau. Donc, ce que m'avait appris Varela et Lina, c'est que les flux sensoriels entrants, donc les sensations, ce ne sont que des potentiels d'action qui ne portent pas information, puisqu'ils ont toujours la même amplitude, toujours la même forme, et que, comment vous dire, ils sont recrutés en tout ou rien. Donc, ça n'a pas de sens. Et si on veut donc que notre vie ait du sens, eh bien, il faut que notre cerveau, si vous voulez, interprète donc de façon subjective ces signaux sensoriels pour qu'ils acquièrent le statut d'information. Donc la perception, eh ben, c'est un mixte donc qui est préconscient de flux sensoriels entrants et puis d'activité cérébrale intrinsèque ou ça peut être simplement une pure image issue d'une activité mentale qui est dissociée de tout flux sensoriel. Ce qui veut dire qu'il y a une identité de mécanisme entre perception et imagination et que le total est intrinsèquement modulé par l'histoire de l'individu. Donc, ce sont des processus qui sont idiosyncrasiques et soumis à des contextes qui vont pouvoir être enfin, comment vous dire, émotionnels, intellectuels, affectifs et autres.
Donc, Excusez-moi, j'ai juste une ouais, petite question. Qu'est-ce que vous appelez cerveau à gogo non, cerveau de gogo. ou cerveau de gogo? Eh bien comment vous dire, euh, que- comment vous dire, qu'on se comporte comme des gogos quand on fait confiance au cerveau, en quelque Mais sorte. qu'est-ce que vous appelez gogo? Juste le mot gogo. Gogo, Gogo, c'est mais du col ou... qu'on a un cerveau qui nous prend, qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes et qu'on a la facilité à croire ça. Bon, mais alors ceci dit, je suis pas... Bon, voilà, ok. C'est ce que vous dites. Ok, d'accord. Je voulais être C'est sûre pas, d'avoir le sens de ce que vous disiez avec gogo. On laissera aller peut-être les questions et Oui, les oui, interventions non, pour la voilà, fin. je voulais être sûre du gogo, ce que vous entendiez par gogo. D'accord, ça marche, merci. gogo, comment vous dire, ça fait référence à des croyances. Ok, c'est pas la réalité de la physiologie. On croit à D'accord, quelque chose qu'on prend pour une vérité parce que c'est une réalité qui est fabriquée par le cerveau. Mais c'est pas une réalité vraie. On la perçoit comme vraie, on la prend comme vraie. C'est un type qui s'appelle Purkinje, Hans Purkinje, le Tchèque, qui a travaillé là-dessus dans les années 70 et qui a dit que les illusions sensorielles, erreurs d'essence, étaient considérées par le cerveau comme des vérités perceptives. C'est toute l'histoire des kinesthèses qu'on obtient par les vibrations des tendons. OK? d'accord, ok, Alors, merci, et ça concerne tous les sens. d'accord. Au plan allocentré, donc au plan visuel, ben c'est quelque chose que tout le monde connaît bien, puis a déjà vécu, c'est l'expérience de vection oculaire. On a un œil et un cerveau qui peuvent pas faire la différence entre un glissement, entre un morceau d'environnement qui glisse sur la rétine ou la rétine qui glisse sur l'environnement. Ce qui veut dire que quand vous montez dans le train, vous êtes sur le quai avec, comment vous dire, une verrière ou quelque chose qui recouvre, une marquise qui recouvre le quai. Vous avez un train qui est sur l'autre voie, il y en a un des deux qui démarre, et ben vous êtes incapable de savoir si c'est le vôtre ou si c'est celui qui est sur l'autre quai, dans un premier temps. Quand vous allez percevoir une secousse, non pas avec vos yeux, mais avec votre vestibule ou avec votre proprioception, là, vous aurez une, une autre information critique qui va vous permettre de rétablir la vérité. Okay, c'est la même chose au niveau vestibulaire, où votre appareil autolytique est incapable de faire la différence entre une accélération linéaire, c'est votre voiture qui démarre, et le fait que vous avez la tête penchée en arrière. Ou le contraire, si vous voulez, dans l'autre sens, puisque les macules autolytiques fonctionnent dans les deux sens. Alors ça va poser un problème aux aviateurs, parce que dans des configurations différentes, si vous voulez, d'aviation, l'information vestibulaire est strictement la même. Donc, si jamais le pilote n'a pas, si vous voulez, de, de, de possibilité de discriminer l'information par celle qui vient d'un autre référentiel, vous avez à peu près 172 secondes avant que l'avion, comment vous dire, parte en décrochage et ne s'écrase au sol sans que vous ayez beaucoup de chance, si vous voulez, de le récupérer. Si vous reprenez l'histoire du vol Air France, donc qui s'est écrasé en venant du Brésil il y a déjà quelques années, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un phénomène de désorientation spatiale. L'avion volait presque en limite de vol. Ils sont rentrés donc dans des nuages d'orage là au niveau du poteau noir. Ils ont voulu grimper. L'avion ne peut pas suffisamment grimper parce qu'il est en limite de vol supérieur. Les sondes pitot ont givré. Ils ont perdu les capteurs de vitesse. Et à partir de ce moment-là, ben, vous ne savez plus, si vous voulez, comment est votre avion. Et vous rentrez en conflit entre les appareils de bord. Est-ce que votre cerveau, l'histoire que raconte votre cerveau à partir des informations sensorielles qu'il a, des informations proprioceptives, ben, c'est celle des fesses sur le siège de l'avion, les visuels la nuit dans les nuages, il n'y en a pas. Donc qu'est-ce qui l'emporte? C'est le vestibulaire. Et là, c'est cata. Donc ils ont mis à peu près 2 minutes 30 avant de taper à plat et sans absolument percevoir ce qui se passait. Le pilote
a maintenu l'avion cambré, si vous voulez, pour le faire grimper, parce qu'il n'a pas envie que ça s'écrase, les gaz à fond, mais l'avion a décroché, donc il est tombé à plat pendant 2 minutes et demie avant de s'écraser. Ok, et sans que les mecs en prennent conscience, si ce n'est tout à la fin, quand il était trop tard. Donc, ne jamais rentrer dans un nuage si vous voulez, si vous faites un baptême de l'air avec un petit avion qui n'est pas équipé de vol aux instruments. Donc, et c'est la même chose, il n'y a pas de sens, si vous voulez, qui échappe à ces mécanismes. Donc, c'est la même chose pour ce qui est proprioceptif, et Roll nous l'a montré en reprenant les travaux d'Eklund, donc avec les vibrations tendineuses et la production de kinesthèse à partir des vibrations. OK? Qu'est-ce que c'est qu'une kinesthèse? C'est une sensation consciente, illusoire, de mouvement corporel. Le message est perçu, mais il n'est pas exécuté. Par contre, c'est une vérité perceptive, encore une fois, comme Purkinje l'a décrit. Donc, le sujet, les yeux fermés, pour ne pas pouvoir faire de contrôle de réalité, on vibre le biceps à 70 Hz, on observe une activation de l'antagoniste avec une trace EMG, et si on demande au sujet de décrire ce qui se passe, il décrit une extension de la jambe, c'est-à-dire un changement de position avec une vitesse de déplacement. La jambe est perçue ailleurs et en mouvement, alors qu'elle est strictement immobile, vous la voyez strictement immobile, alors que le sujet l'aperçoit donc en mouvement. Donc c'est uniquement une question de représentation mentale, de fabrication d'une imagerie mentale. Donc ce qui sous-entend, comme le dit Roll, que le traitement du signal somatosensoriel se fait à haut niveau, central, et que ce n'est pas compatible avec des réflexes moteurs locaux. OK? Donc la kinesthèse, c'est typiquement, comme le dit Roll, une avance de forme, donc c'est une manipulation du sentiment de soi. Et il y a une expérience qui est marrante, c'est celle de Lackner et de l'effet Pinocchio. Donc si vous faites la même expérience, mais sur le biceps brachial en position bras semi-fléchi, eh bien, vous allez avoir, le sujet va décrire une illusion d'extension du bras. Par contre, si vous rajoutez donc un passement du nez, donc une information tactile manuelle, la même vibration va être, comment vous dire, transportée au corps entier, et le sujet ne va plus décrire une sensation d'extension du bras sur l'avant-bras, mais une extension du nez qui s'allonge, donc l'effet Pinocchio. Donc, ce qui veut dire qu'encore une fois, ça se passe au niveau cognitif et non pas au niveau réflexe. Ersson, qui est aussi comment vous dire, un scientifique, un neurophysiologiste scandinave, qui travaille toujours à l'heure actuelle, donc, et même avec des doctorantes françaises, sur les expériences, comment vous dire, de sortie du corps, montre qu'à l'imagerie sensorielle, eh bien, ces kinesthèses, ces effets illusoires ont une trace au niveau du cortex pariétal gauche, pardon, donc là où s'élaborent les schèmes corporels. Donc les processus neuromimétiques, les messages neuromimétiques évoqués par Roll ont véritablement une existence en termes, si vous voulez, d'activité centrale, d'activité neuronale, donc de réalité perceptive. OK? Ça, vous connaissez? Euh, donc, il lui faut un petit moment pour réaliser qu'on l'a pris pour un gogo, ok, mais que lui, encore une fois, a un cerveau qui l'a transformé en gogo parce qu'il a benoîtement pensé que la main en caoutchouc, donc qui était posée devant ses yeux et qui était stimulée en même temps que sa main réelle, était en fait sa main réelle, et que lorsque comment vous dire, le manipulateur est venu planter la fourchette dans la main en caoutchouc, pour lui, eh ben, cette main-là était devenue la main réelle, et il l'a poussée avec un cri de douleur. Il a enlevé sa main avec un cri de douleur et de surprise. Ok, donc, ce qui veut dire encore une fois que son cerveau a construit une réalité perceptive qui s'est traduit, donc, qui a été prise pour une vérité, et que son comportement d'évitement, eh ben, il est issu, si vous voulez, de cette erreur perceptive. OK? Alors, l'autre question, c'est
est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça a un intérêt de travailler en position debout? Eh ben, 3000 ans avant Jésus-Christ, apparemment, les prêtres égyptiens travaillaient déjà en position debout. Alors, 3000 ans avant Jésus-Christ, est-ce qu'il y avait une motivation particulière? Ben, il y en a un qui a relevé, si vous voulez, donc cet aspect particulier des choses, c'est Boris Dolto, donc dans son bouquin Le corps entre les mains, qui est un véritable bouquin de neuro qu'il a écrit donc dans les années 75, je crois, donc où il dit que donc il a vu donc ces fresques vers on va vous dire dans les mastabas, au sud de Memphis, donc qui attestent de la position debout du patient lors du traitement kinésithérapie. De façon beaucoup plus récente et plus probante, donc le travail de Bray et d'Isableu, ok, comment vous dire, sur l'augmentation de le, comment dire, le facteur joué par l'augmentation des contraintes posturales. On sait que tous les processus intégratifs sont liés, comme le contrôle moteur, à des contraintes. Et la contrainte gravitationnelle est certainement la plus fondamentale donc des contraintes. Et on a vu tout à l'heure qu'elle jouait le rôle de fil à plomb. Eh bien, lorsqu'on crée, donc, si vous voulez, des difficultés, qu'on va augmenter, là, on est simplement en position debout, là, avec les pieds en tandem et sur un espace étroit, eh bien, on modifie la perception de la verticale visuelle subjective, ok, et on oblige, en quelque sorte, si vous voulez, donc le système à s'améliorer, puisque la difficulté augmente. Même chose avec les travaux donc de Christophe Lopez et puis de Bardi Stoffregen, ok, sur comment vous dire la diobie, donc la direction de l'équilibre, qui nous sert en quelque sorte, si vous voulez, de fil à plomb. Et les deux auteurs ont montré qu'il y avait un lien direct entre la perception donc de cette direction, donc la façon dont elle est référencée, si vous voulez, par les capteurs sensoriels ou les récepteurs sensoriels qui sont portés par le corps physique et portés par le corps physique, ce qui veut dire que debout, assis, couché, on ne va pas du tout, si vous voulez, être dans le même contexte, avoir des référentiels qui travaillent de la même façon. Quand vous êtes couché, vous n'avez plus d'informations cutanées plantaires, vous, vous avez les mouches, le regard qui gobe les mouches au plafond, l'oreille interne qui a inversé la fonction saculaire avec la fonction utriculaire, on s'aperçoit que tout le système, si vous voulez, est perturbé. Ça, c'est la publication dont je vous parlais tout à l'heure, Emonetti de l'équipe de Roll, avec Emonetti, Ospod et puis Edith Ribosiscal. Vous avez ici donc le mouvement articulaire, et ici le codage du mouvement qui est fait par les cellules cutanées, donc les slow adaptateurs cutanés, et le codage qui est fait par les fuseaux neuromusculaires. Et vous voyez qu'au plan vectoriel, si on veut parler comme Berthoz de sens du mouvement, il y a une superposition quasi parfaite des signaux, autrement dit de l'information, des signaux distribués au système nerveux central, donc par ces différents capteurs, et donc du sens du mouvement, si vous voulez, qui va être élaboré par le système nerveux central. Donc ça forme un couple, si vous voulez, qui est indissociable. Ok? Est-ce qu'on peut tromper le cerveau pour le guérir en quelque sorte? Eh bien, il y en a un qui a bossé là-dessus chez les patients. Oh, décidément. Chez les patients émis négligents, non, c'est pas ça. Hein, tac, tac, tac. Voilà, c'est Biziac, et ensuite qui a été repris par Rossetti, Rode, et puis une autre qui s'intéressait à ça, qui est Sylvie Chocron, qui est neuro-ophtalmologue. Il faut lire un peu ce qu'elle raconte si vous voulez, si vous vous intéressez aux enfants qui sont en difficulté d'apprentissage visio-guidé. Et Biziac, eh ben, comment vous dire, il a fait porter des prismes aux patients héminégligents. Le patient héminégligent, il a perdu en quelque sorte la conscience, le sentiment de soi, donc de la partie gauche
donc de son corps et du monde extérieur. Et donc, quand on lui demande de pointer le doigt droit devant lui, il le pointe, grosso modo, si vous voulez, à la moitié droite de son espace corporel et extra-corporel. Et si on met des prismes qui dévient le regard de 10 degrés vers la droite, on s'aperçoit que on augmente l'erreur et qu'on lui permet de corriger en quelque sorte, si vous voulez, l'erreur. Autrement dit, on joue avec la perception qu'il a de son corps, si vous voulez, dans l'espace. Et il reste quelque chose, si vous voulez, lorsque on va enlever les prismes donc à la sortie. Ça, c'est un autre exemple sur les douleurs de membres fantômes. On retrouve tout à l'heure l'illusion de la main en caoutchouc, sur laquelle a travaillé Vilyanur Ramachandran, et qui a donné donc place à des techniques de rééducation. Jean-Luc, Alors ça, c'est une petite expérience qu'on a Jean-Luc, menée. je vous coupe juste parce qu'on arrive presque à l'heure et demie de. Ah ouais? Oula, alors, Passionnant. je vais raccourcir. Mais OK? sinon, ce qu'on peut faire, si vous préférez, c'est qu'on on continue à l'occasion d'une prochaine Ah soirée ouais, possible. c'est comme vous voulez, sans problème. Et alors, à ce moment-là, Ah, on j'ai garde pas les mis de. questions. Je vais simplement vous montrer celle-là, et puis on va donner des questions. Ok, Donc parfait. ça, c'est une manip qu'on a fait. Donc, on passe des techniques. Le sujet est debout. Elle est sur une plateforme de force. On a mis comment vous dire, un marqueur qui sert de fil à plomb. 1 heure et demie, j'ai pas vu le temps passer. Et on fait des manips bilatérales, donc comment vous dire, du tendon des releveurs du gros, des jambiers antérieurs ou du triceps sural, du tendon d'Achille. Et on voit ce qui se passe. Et on s'aperçoit, oh zut, et on s'aperçoit, désolé pour tout ça, j'ai perdu le. Ouh. Bon, allez, on pose des questions. Et il doit rester une toute petite dizaine de dias. Bon, c'était beaucoup trop long. Mais c'est très bien. On voit un peu votre cheminement entre finalement ces techniques qui nous sont héritées un peu de notre culture et même des autres finalement, et comment vous avez finalement cheminé tout au long de votre carrière pour essayer de comprendre neurophysiologiquement quels en étaient les tenants et les aboutissants. C'est très intéressant. Vous avez construit finalement un peu votre façon de voir les choses, évidemment, pour l'adapter à votre pratique. On va donc laisser peut-être certains qui voudraient intervenir poser une question et je laisse éventuellement l- la place. Ouvrez votre micro si vous voulez poser une question, n'hésitez pas. Et sinon, je pose moi. Voilà. Quelqu'un a une question? Ok, pas de question, mais moi j'en ai une quand même. Finalement, vous parlez d'un one shot. Est-ce que vous avez éventuellement créé tout au long de votre carrière, à un moment, une espèce de forme de capacité d'avoir un retour sur les séances que vous aviez, où c'était finalement la notoriété qu'avait acquis vous et le docteur, enfin, Monsieur Monéron, en pratique, qui a justifié un peu, qui a conforté Alors, votre impression que tout ça fonctionnait le, finalement. le, le, le one shot, 120 par jour, 9 mois pour avoir un rendez-vous. Donc, c'était le discours de Monéron, c'était je repasse pas 2 fois. Quand les gens, comment vous dire, essayaient de reprendre rendez-vous, généralement, ils se faisaient joyeusement tirer les oreilles en disant vous avez fait un truc qu'il fallait pas faire, c'est pas normal que vous rechutiez et autres. Donc, moi qui prenais les aigus, qui avaient de la disponibilité au plan rendez-vous, je voyais quand même que le one shot, c'était pas tout le temps que ça fonctionnait. Parce que ceux que Monéron n'acceptait pas de revoir, eh c'est moi, si vous voulez, qui les recevais et qui les entendais me dire il m'a manipulé, mais j'ai toujours aussi mal, ou j'ai encore mal, ou j'ai une réaction douloureuse, ou autre. Donc,
Entre le discours one-shot et la réalité, il y a quand même des nuances. Mais malgré tout, oui. Et j'ai eu pendant des années, ma porte était ouverte à tous les confrères qui me disaient est-ce que je peux venir te voir travailler, et puis dans le but d'en faire autant. Monero est quelqu'un qui ne refusait de s'embêter à prendre des élèves. Peut-être aussi parce qu'il n'y avait pas de discours. C'était il n'y a qu'à faire comme ça, c'était du toucher, du ressenti, et véritablement de l'empirique. Et puis, encore une fois, euh, alors, il ne voulait pas s'embêter avec le reste, dans la mesure et de dire ceux qui le titillaient un petit peu sur la neurologie et qui lui disaient bah, c'est une réflexothérapie, ça lui suffisait. Et point. Bon, moi, j'avais peut-être avec mon bac philo une volonté critique qui était un peu plus affirmée et j'ai travaillé pendant 10 ans, si vous voulez, en remettant les vertèbres avec des techniques comme ça et en me disant mon petit gars, ça m'étonnerait que la vertèbre, elle bouge et qu'elle se remette en place. Donc, ce serait peut-être bien de te creuser un peu les ménages et puis d'essayer de donner un peu de sens à tout ça et d'essayer un peu de comprendre ce qui se passe, quoi. Donc, tous les élèves qui sont venus, immanquablement, dans la semaine qui passait avec moi, voire davantage, ils entendaient des gens dire bah, je suis venu il y a 5 ans, je suis venu il y a 10 ans, j'étais comme ça, il m'a manipulé, je suis venu une fois et je suis plus jamais revenu depuis, quoi. Voilà. Et comme moi j'étais porte ouverte et téléphone ouvert, je disais toujours aux gens, je vous donne 3 semaines si vous voulez, puisqu'on sait que la constante de temps physiologique est à peu près de 3 semaines pour que leur recette en quelque sorte, si vous voulez, se fasse. Je leur dis voilà probablement dans les jours qui viennent, qui suivent la séance, vous allez peut-être courbattu, fatigué, tout simplement parce qu'il y a quand même il y a un traumatisme cutané qui existe et donc vous allez avoir une réaction qui peut être une réaction d'inconfort, une réaction douloureuse. Par contre, vous devez avoir donc une sensation de retour d'efficience motrice. Et on fait un bilan à 10 jours. Si à 10 jours, c'est pas suffisant, vous passez un coup de fil, je vous revois. Et je vous revois et vous ne paierez pas parce que c'est la deuxième séance, encore une fois, ça sera pour comment vous dire, finir la première, parfaire le résultat, et il n'y a pas de raison que vous payiez. Et puis, on se donne un maximum de 3 semaines, et si à 3 semaines, il y a un truc qui ne vous va pas, et ben vous revenez, et même chose, donc la deuxième séance, vous ne payez pas. Donc c'était ma façon à moi, si vous voulez, de me euh, conforter dans l'idée, si vous voulez, que ça pouvait fonctionner et que ça fonctionnait majoritairement donc à la séance. Et vous semblez avoir vu quand même certaines imminences, évidemment, de la posturologie, de la recherche, en posturologie, Jean-Pierre Roll, Michel Lacour, Alain Berthoz, etc. Est-ce qu'ils avaient une opinion, finalement, sur l'orthopraxie de manière générale? Euh, je ne crois pas parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Donc les seuls qui savent ce que qui savaient ce que c'était, c'est Philippe Dupuis et Richard Montoya. Parce qu'un jour, si vous voulez, à la sortie d'un congrès de l'API, je suis allé les voir en leur disant voilà ce que je fais. Moi, je travaille debout, ok, et puis je fais de la thérapie manuelle. Et une thérapie manuelle qui a une spécificité, c'est qu'elle s'exécute homme debout. Voilà les résultats que j'obtiens. Par contre, je ne sais pas pourquoi je les obtiens. Donc, si vous avez une idée, soyez sympa. Moi, je suis prêt à aller vous voir à Rangueil dans le labo, à discuter avec vous autant de fois qu'il le faudra. Et puis ouais, voilà quoi. Et merci d'avance. Donc, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, tu viens quand tu veux. Donc, eh ben, j'ai commencé à faire des visites régulières, si vous voulez, dans le labo de Dupuis-Montoya à Rangueil, à aller donc aux journées comment vous dire, aux conférences auxquelles il participait, en particulier avec Gojac, qui lui travaillait, qui était à Perpignan et qui travaillait sur tout ce qui était ATM. C'est pour ça aussi que dès j'ai commencé à avoir des notions de fonctionnement des plateformes de force, en voyant les premières plateformes donc de Sattel, qui étaient des extrapolations d'un brevet de Maurice Waknin, et puis après, donc des sabots
de Maurice Waknin. C'est là aussi où j'ai découvert donc Maurice Waknin et la posturométrie, parce que moi, avec mon bac philo, la physique et les mathématiques, c'était pas du tout mon truc. Et euh, il y a eu une compréhension mutuelle, si vous voulez, donc des effets des techniques, du pourquoi, du comment, et du fait que véritablement, encore une fois, il fallait raisonner avec un cadre qui était neurophysiologique et qui était celui du contrôle postural. Et en plus, donc, qui était psychophysiologique. Ok, très bien, merci pour. Et un autre élément aussi, c'est le congrès que j'ai organisé à Biarritz en 2005, où j'avais Jean Massion, donc, qui était, comment vous dire, président d'honneur. Et Jean Massion, j'avais eu l'occasion de le rencontrer. C'est lui qui avait monté le laboratoire, donc, dont faisaient partie Paillard, Lacour, Roll, tous ces gens-là au CNRS à Marseille, à la fac Saint-Charles. C'est lui qui dirigeait le labo à l'époque. Et Jean Massion, c'est un bouquin donc de physio qui s'appelle Cerveau et motricité, qui a été écrit en 94, donc après le travail donc avec Jacques Paillard et avec Roquin et autres, toute l'équipe marseillaise qui a travaillé sur le contrôle moteur. Et donc j'avais rencontré Jean Massion, j'avais déjeuné avec lui à Marseille, et parce qu'il acceptait de venir s'il voulait présider le congrès, mais bon, ces gens-là, ils ont besoin de savoir où ils mettent les pieds, si vous voulez. Et j'avais aussi des doctorantes, j'avais rencontré Christine Assayante, et de ces doctorantes, Marianne Jovert, Sophie Malo, qui était venue présenter, Pascal Chavet, qui était la fille de Pierre Rabichon, et qui était venue présenter un sujet sur la scoliose idiopathique et sur la perturbation du pas latéral, du premier pas, si vous voulez, chez les enfants qui ont des scolioses idiopathiques. Et donc, Jean Massion, bah, c'est pareil. Lui nous avait présenté un sujet sur Marais, l'héritage de Jules Marais, et sur tout ce qui est, si vous voulez, encore une fois, physiologie du contrôle postural. Et eux faisaient très bien le lien, si vous voulez, entre ces différents éléments. Très bien, merci. Est-ce que quelqu'un a une question à poser sur la présentation ici qui a été donnée, donc sur l'orthopraxie, et sur éventuellement un point de la pression de Jean-Luc ici sur l'effet finalement des flux entrants, hein, des afférences qui semblent, c'est vrai, en prenant comme exemple les effets des prismes hein, que l'on utilise en effet dans les rééducations essentiellement de la négligence finalement en neurologie, ou bien le membre fantôme, les thérapies miroirs. Ouais, Cécile a une question. Non, c'est pas une question, c'est juste des réflexions. Sur la petite vidéo qu'on a vue tout à l'heure, les Asiatiques là qui tapaient avec je sais pas quoi. Alors, je sais pas si vous appelez ça gogo ou pas gogo, mais en tout cas, moi, dans ma formation, donc en Belgique, j'en reviens, j'ai GDS, on dit qu'il y a la charpente, les os, et on va en vibration sur la charpente, et ça étire des chaînes musculaires dans des fiefs. Donc, je pense qu'il y a tout un savoir ancestral qui n'est peut-être pas démontré avec des plateformes de stabilo, tout ce qu'on veut, mais qui ont vraiment un fort impact et qui étaient plein de bon sens. Et quand vous êtes... alors, moi, j'ai pris vraiment en cours de route, hein, je suis arrivée très, très, très tard. Très tard hein. Donc, je n'ai pas suivi toutes les démonstrations. Mais quand vous avez parlé du caleçon en coton aussi, alors gogo ou pas gogo, hein, mais je vais revenir à mon grand-père parce que c'est une personne qui m'a quand même marqué, paysan de bon sens. Il avait effectivement un caleçon long en coton, mais le souvenir que j'ai de mon grand-père, c'est qu'il avait une ceinture en flanelle autour des reins. Et je ne l'ai jamais vu avoir mal au dos. Et je pense que la matière en elle-même joue. Si c'est synthétique ou de la matière noble, ah ben alors là, je pense qu'il y aurait des études à faire sur le toucher, les récepteurs et les matières hein, et les sensations de matière. Oui, Et, oui, oui. et une matière douce ou une matière molle n'aura pas du tout le même impact qu'une matière dure ou rêche ou désagréable.
Alors, c'est Donc, un je effet pense que vous avez. qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne perçoit pas forcément, mais qui sont du bon sens, pour moi, qui sont plein d'évidence. Et voilà, ça me... Mais j'appellerais pas ça, du coup, gogo. Je pense que c'est Alors, comme, attendez, je termine juste ma oui, phrase. oui, je vous en prie. C'est comme les méridiens en médecine chinoise. Pendant longtemps, on les a pris pour des crétins, entre guillemets. Bon, ceci dit, nous, Européens, ça y est, on les a enfin mis en imagerie médicale. Donc, ils existent vraiment, même si eux, ça fait des millénaires qui les utilisent sans les avoir vus. Donc, je pense qu'il y a une sensibilité suivant les pays, suivant les cultures, euh, et une expérience. C'est qui est intéressante et à analyser, mais vraiment avec curiosité et puis attention et voilà. Sans aucun doute. Mais si vous reprenez la vidéo tout à l'heure des coups de marteau, si vous prenez comment vous dire, l'histoire des caleçons laine ou autre, les caleçons, ils sont posés sur la peau. Les coups de marteau sont donnés sur la peau et puis des structures plus profondes. Ouais, structure Et osseuse. tout, oui, mais enfin ça, peu importe si vous voulez. Et entre la peau et les structures osseuses, vous avez des fascias. Donc vous avez, toutes ces structures sont innervées et elles servent à construire la conscience de soi. Donc qu'est-ce qui vous permettrait de dire qu'avec les coups de marteau, avec quelles que soient les techniques manipulatives, en fait, vous n'êtes pas en train de manipuler la conscience de soi. Quand vous parlez d'étirement des chaînes musculaires ou autres, peut-être, mais de toute façon, Ah mais c'est sûr, par contre, je l'ai expérimenté. Donc ça, c'est sûr. comment? Je l'ai expérimenté, donc ça, c'est sûr. Eh ben voilà. Mais du Et coup, pour, c'est pas... C'est... c'est l'essentiel parce que des- on va avoir bientôt les Jeux Olympiques à Paris, j'espère, et les Jeux Paralympiques surtout. Vous allez vous retrouver avec des athlètes, si vous allez aux Jeux Paralympiques, qui sont extrêmement étonnants au Ouais, plan des capacités j'ai de j'ai- j'ai un, co- résilience. j'ai un copain d'école qui est champion paralympique. Bon Donc, ben voilà, donc ça vous va. avez dû, encore une fois, apprécier les capacités de résilience qu'ont ces gens-là, mais aussi qu'ont, si vous voulez, leur système, et en particulier leur système nerveux central et leur cerveau. La seule chose, c'est que des décapités, vous n'en croisez pas, ni dans la rue, ni aux Jeux paralympiques. Et vous vous apercevez que des gens avec des prothèses de jambes, des lames en carbone, une jambe, deux jambes, les non-voyants avec un guide ou autre, ils arrivent à être hyper performants, donc au plan de l'efficience motrice. Par contre, dans toutes les catégories de décérébrés ou de cérébro-lésés, vous allez voir que ça marche beaucoup moins bien. Il y a des pertes considérables d'efficience motrice. Autrement dit, si vous n'avez pas, encore une fois, l'intégrateur central, tout ce qui est, si vous voulez, euh, programmation cognitive du mouvement, transformation des sensations en perception et en production motrice, ça marche pas terrible. Donc c'est véritablement là que ça se tient. Et moi, donc, qui pendant 10 ans, 15 ans, ai raisonné, si vous voulez, en structurel, en tissulaire, en vertèbres déplacées, parce que je n'avais pas d'autres connaissances, je n'avais pas d'autres arguments que de reproduire le discours qu'on m'avait livré, si vous voulez, comme ça. Et que les gens, les patients que je recevais, voulaient entendre. Parce que ce qu'on donne, à partir du moment où on donne aux patients ce qu'il a envie d'entendre, ça s'appelle aussi l'effet placebo, ça rentre dans l'effet placebo, mais c'est un facteur de guérison non négligeable. Quand Hmm. vous commencez à dire au patient qui est venu, qui arrive chez vous, avec un lombalgie, un lumbago aigu, si vous voulez, et qui me dit je me suis déplacé une vertèbre en faisant un faux mouvement, si vous commencez à lui dire comme Marignan, les faux mouvements, ça n'existe pas, c'est qu'un mouvement. OK, et puis les vertèbres, ça ne se déplace pas, vous êtes mal barré, si vous voulez, pour avoir un résultat positif, surtout en one shot. Ou alors vous allez passer beaucoup de temps à faire de l'éducation thérapeutique et à lui vendre donc une évolution des connaissances qu'il va accepter ou pas accepter, il sera obligé d'accepter si à la fin de la séance, alors qu'il pouvait pas bouger, il peut se pencher en arrière, sur les côtés, il va toucher la pointe des pieds, vous lui faites la démonstration du gain d'efficience motrice par rapport à lui-même. Et là, à partir de ce moment-là, vous devenez crédible
et ce que vous avez, le temps que vous avez passé en éducation motrice devient crédible. Sinon, c'est beaucoup plus difficile. Mm. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait éventuellement une question à poser? Est-ce que vous pensez, Jean-Luc, qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Monéron, par exemple, pourrait encore exister avec une telle, avec Sans, une telle renommée? sans aucun doute. Sans aucun doute. Il y a 8 jours, au- au- à Limoges, au cœur de la France, s'est tenu un congrès, si vous voulez, sur les extraterrestres. Le, Oui, c'est ça. pal- c'est le que- palais des sports de Limoges, 3000 personnes, était plein. Et quand vous écoutez les discours, si vous voulez, qui ont été tenus lors des présentations, c'est 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 étonnant. c'est de l'ordre de la Étonnant. croyance. Ce qui veut dire que, voilà, je pense que, et quand vous voyez encore une fois, avec en plus, ça ne diminue pas. Parce que quand on peut lire ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, s'ils se racontent sur les réseaux sociaux, et ce à quoi certains. Quand on n'a pas la connaissance, je ne veux pas dire qu'on ne devient pas un esprit faible, si vous voulez, mais tout au moins, on n'a pas d'esprit critique, ou on manque d'esprit critique. On manque de capacité à discerner, si vous voulez, en quelque sorte, le vrai du faux. Mais à la décharge aussi de beaucoup de gens, quand vous voyez comment certaines publications scientifiques sont manipulées par des gens qui se prétendent scientifiques, il y a des moments où on ne sait plus dans quel monde on est, si vous voulez. Et C'est donc, bah, l'esprit critique, je peux vous dire qu'il faut le garder. Quand vous voyez des publications scientifiques qui ont été soumises à, comment vous dire, à lecture ou à publication au mois de janvier et qui sont acceptées un mois après, ben vous vous dites qu'elles n'ont pas été relues. C'est un avis d'auteur, mais qu'il faut prendre avec beaucoup de recul, quoi. Donc, si vous prenez ça comme une vérité, euh, il y a des moments, c'est vérité pour les gogos. Il est vrai que la connaissance, en tout cas scientifique, avance d'une manière, ouais, probablement plus Chaotique. complexe qu'on ne le pense, en tout cas, et parfois Il y a probablement des plus choses, développé. il y a des choses merveilleuses qui se font, qui Oui, se très bien. disent, qui se découvrent. Et puis à côté de ça, il n'y a pas que des gens honnêtes dans ce milieu. C'est dommage. C'est Moi, vrai. j'ai découvert ce mauvais côté des choses petit à petit. Ça m'a un peu dérangé. Moi, je dirais, on a eu le Covid hein, pour découvrir tout ça en long, en large et en travers et tout ça. Le professeur Pourquoi? Raoult aussi, pas mal, hein. Pourquoi? Pourquoi, Cécile? Je disais, on a eu le Covid pour voir ce qu'étaient des vrais scientifiques, des faux scientifiques et Oui, tout ce qu'on pouvait absolument. en faire. Hein. Absolument. Ok, est-ce que quelqu'un a une question encore pour une ultime question pour Jean-Luc? Il n'y a pas d'interdit, hein. Oula, attention, parce que Euh, William. petite question, est-ce qu'on va pouvoir voir ça en replay ou pas? Parce qu'en Oui, fait, moi, oui, j'ai loupé tout une est grosse enregistré. partie. Tout est enregistré, ouais. Ouais, super, merci. Sinon, Pierre, je t'enverrai je peux Le diapo? t'envoyer le diaporama, hein, il y a pas de souci, hein. Ah, vous pouvez aussi le poster directement sur la liste, hein, Ok, ben je le posterai. totalement, super. Eh bien, s'il n'y a pas de dernières questions, sauf si William, tu voulais poser une question derrière? Je viens de voir que tu as mis ton micro. On t'entend pas très bien. Non, pas encore. Déconnecte un peu tes écouteurs. On entend ce que tu dis, mais ça reste un peu robotique. Et au bout du monde ou quoi? Et à Paris.
Peut-être par écrit, par chat. Pourquoi t'as pas de micro? Ça reste assez imprécis là. Ok, alors tu la poseras peut-être sur posture liste, William? On va faire comme ça? Bon, allez, mais merci beaucoup en tout cas, Jean-Luc. Et Et donc, eh ben, si tu me diras si tu veux qu'on finisse ouais, il doit y avoir un petit quart d'heure de diapo encore. ouais, peut-être Donc, avec un peu une séance, quoi, comme ouais, tu veux. faire quelque chose de plus court. Enfin, bon, tu me diras, hein. Top, ça va. Écoute, Je merci beaucoup vais, en tout cas. Ouais, oh, bah, ou sinon je poste le diaporama et puis on refait une discussion si, enfin, c'est toi qui décides. top, ça va. Mais écoute, on revient vers toi en tout cas. Merci beaucoup à tous d'avoir Ok. participé et encore merci pour ta présentation. C'était super. C'était long. Et William te dira que je suis un incorrigible bavard. Ouh, voilà, tu l'as bien dit. Allez, Et bonne j'avais journée. prévu de mettre comment dire, le chronomètre, et puis je ne l'ai pas lancé. Et résultat, Comme ça, allez. la perception du temps change avec le. Non, et puis tu J'ai oublié de sais, le dire. 53 ans de boulot et d'expérience professionnelle, ça remplit le disque dur et ça fait beaucoup de choses à raconter. Ouais, c'est super. Ok, Allez, merci beaucoup en tout au revoir cas. tout le monde. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Salut.